Bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Deuxième décollage manqué pour Camerco. La compagnie aérienne nationale annule la reprise de ses vols commerciaux prévus ce vendredi. Le top management évoque des problèmes d'assurance, mais au-delà de ce nouveau report, des experts questionnent la viabilité d'une compagnie qui cumule des milliards de francs CFA de dettes. Et puis hors de nos frontières, dernières opérations de charme des candidats auprès des électeurs en Guinée-Conakry. La campagne électorale s'achève ce vendredi. À suivre dans ce journal les temps forts de dernier meeting avec nos envoyés spéciaux sur place en Guinée-Conakry. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, nouveau faux départ à Camerco. La reprise des vols commerciaux n'a pas eu lieu ce jour comme prévu. Le top management évoque les problèmes d'assurance d'un deuxième renvoi de la reprise de ces vols qui renforce ainsi l'image d'une compagnie au bord de la faillite. D'autres précisions dans ce reportage de Cédric Chouna, Donald Brice, Camcom. Difficile de dissimuler sa gêne lorsqu'il a fallu annoncer le report à une date inconnue de la reprise des vols de l'entreprise. Tard jeudi, soit quelques heures avant la date du vendredi 16, arrêté après un premier envoi comme date de reprise des dessertes, le patron de Camerco devait pourtant annoncer la mauvaise nouvelle. La reprise des vols est reportée à une date qui sera communiquée en tenant compte de la finalisation des diligences chez l'assureur. L'assurance, il s'agit de celle de son avion Boeing 737 de 144 places loué pour 3 mois en Ukraine pour la reprise des vols. D'après lui, Georges Dipendikotou, le coronavirus est à l'origine du prolongement des procédures d'assurance dans le secteur de l'aviation au niveau international. Les formalités administratives liées à la Global Aviation Insurance en cours de finalisation ont connu un rallongement des délais du fait des procédures nouvelles consécutives à la pandémie de la Covid-19, compromettant ainsi la programmation initiale. L'assureur de Camerco, dont le directeur général était présent à cette déclaration de presse, explique que le marché de l'assurance s'est considérablement dégradé au niveau mondial, rétrécissant ainsi les marges d'action des compagnies d'assurance, mais ce n'est que partie remise, nuance-t-il. Nous sommes jour et nuit sur les marchés pour convaincre, bien entendu, aux côtés d'AXA, leader de la réassurance de Camerco, pour convaincre les réassureurs de la place de Londres de prendre part au programme de réassurance de Camerco. Avec la force et la puissance du groupe AXA, nous sommes confiants qu'on va y arriver très rapidement maintenant. Donc c'est ce que je voulais dire. La situation économique de Camerco est-elle étrangère à ses difficultés actuelles? Rien n'est moins sûr. Avec 110 milliards de dettes, 65% de son personnel en congé technique en raison du coronavirus, l'Étoile du Cameroun affiche l'image d'une entreprise peu éloignée de la faillite. Et pour des experts des questions aéronautiques, ce nouveau report des vols commerciaux remet donc en cause une compagnie aérienne qui cumule des milliards de francs CFA de dettes et près de 6 mois de salaire impayés. Du coup, l'Étoile du Cameroun peine à illuminer le ciel camerounais. Le point dans ce reportage de Kediara Cédric Chouna. Alors que la compagnie aérienne nationale Camerco annonce un nouveau report de la reprise de ses vols internationaux pour rallongement des procédures administratives de l'aviation Venture due à la pandémie à Covid-19, David Sonati, ex-employé des aéroports du Cameroun, estime que les problèmes de la compagnie se trouvent ailleurs. Le problème de Camerco, c'est qu'il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas les gens compétents, on ne fait pas le planning. C'est comme l'expression dit, c'est la navigation à vue. Le défaut d'assurance est brandi dans l'opinion pour expliquer ces deux reports subis en l'espace d'une semaine. Le spécialiste des questions d'aéronautique poursuit. Il y a un problème de fond. Et même si l'assurance est payée, moi je suis persuadé que tôt ou tard, très tôt dans la reprise, il y aura d'autres problèmes. Alors que la compagnie cumule une dette évaluée à 110 milliards de francs CFA,
Un peu plus de 6 mois de salaire impayé et de nombreux employés en chômage technique, David Sonaté pointe du doigt le problème du choix de l'équipe managériale. Le management est incapable, il est incompétent, il est mal choisi. Ce sont des opportunistes qui s'y trouvent à la tête. Je ne sais pas s'ils ne savent pas, mais pour tous ceux qui ont la caméra à cœur, qui voient les dirigeants actuels, on sait qu'ils ne sont pas compétents. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date, c'est depuis de longues dates. Près de 8 mois après la suspension de ses activités et de report de reprise à une semaine d'intervalle, la compagnie aérienne nationale, Camerco, a décidément du mal à prendre son envol. Et dans ce journal, évoquons à présent ce conflit armé dans les régions anglophones. Une vingtaine d'otages respirent enfin l'air de la liberté au terme des combats. En captivité dans un camp des séparatistes, ils ont été libérés des griffes de leurs geôliers après avoir donc subi des tortures et sévices. Ces otages ont donc atterri sur la base militaire de Mabanda, dans la région du sud-ouest Cameroun. Ils racontent le calvaire dans ce reportage que signe Jean-Paul Chognat. Une vingtaine d'otages débarquant sur la base militaire de Mabanda dans la région en crise du sud-ouest. Captifs durant des mois aux mains des séparatistes, ils ont été libérés par les forces de défense et de sécurité après l'exécution de Ayeke, alias Général Manpas-Gon. Ayeke, ce n'était pas n'importe qui dans cette lutte, dans ces opérations qu'on menait. Avec sa disparition, on pourra mener, n'est-ce pas, à bien les futures opérations. Remis à leur famille, quelques-uns de ces otages, à visage couvert, décrivent toutes les tortures, à l'instar de ces scarifications marquées au vif dans leur chair. Le général Darman nous a averti que toute rencontre avec des militaires, c'est la mort assurée. Et que ces scarifications, c'est la protection. Et en nous identifiant comme Amba Boys, les soldats nous tueraient. Séparés et détenus dans 2 camps secrets baptisés Central Prison et Kondengi, les otages étaient malmenés de jour comme de nuit. Nous étions bastonnés, laissés affamés. Ils nous promettaient la mort à chaque instant. Ces 20 otages remis à leur famille, l'armée appelle les autres leaders sécessionnistes à déposer les armes. Il y a encore 2 ou 3 autres leaders qui sont toujours en brousse. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est que ce n'est pas la peine de chercher à insister, puisque leur cause est pratiquement vaine. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est de se rendre ici. Sinon, les forces de défense et de sécurité vont continuer à faire leur travail. Président la célébration d'un air de liberté retrouvé pour ces anciens captifs, l'autorité administrative promet le pire aux Amba Boys encore en forêt. Je vais les pourchasser s'ils ne se rendent pas. Je suis le seul préfet de tout le sud-ouest habitué au coup de feu. Je vais les pourchasser jusque dans leur dernier retranchement. Depuis l'exécution d'Eke Fonte, alias Général Mad Dog à Bamenda, et Ayeke, alias Général Manpas-Gon au sud-ouest, le mouvement séparatiste montre de grands signes d'essoufflement face aux forces de défense et de sécurité, plus que déterminées à décapiter le mouvement sécessionniste de la République virtuelle de l'Ambazonie. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, Cabral Libye invite les Camerounais à se mobiliser pour dire non à la taxe douanière sur le téléphone ainsi qu'au scandale né des résultats du dernier concours d'entrée à l'ENAM. Face à la presse ce jour à Yaoundé, le président du PCRN affirme que la nouvelle taxe viole la législation CEMAC et que le scandale du concours à l'ENAM prépare tout simplement un affrontement interethnique entre Camerounais. Le point dans ce reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. C'est pas la question de l'imputation de la taxation douanière sur le téléphone aux consommateurs que l'honorable Cabral Libye ouvre son échange avec les médias à Yaoundé. Pour le président du PCRN, cette nouvelle réglementation viole la législation CEMAC qui, selon la hiérarchie des normes juridiques, est supérieure aux lois camerounaises. Est-ce que le fait qu'on impute cette taxe aux citoyens
est conforme même à la loi. La législation CEMAC oblige les importateurs à se domicilier dans des banques. Et cette réglementation dit clairement qu'il appartient à l'importateur de s'acquitter des droits de douane. En aucun cas le citoyen. Le président national du PCRN ajoute qu'en imputant aux consommateurs la taxe douanière sur le téléphone, les pouvoirs publics consacrent la contrebande qu'ils prétendent pourtant combattre. On est en train de consacrer la contrebande, c'est-à-dire le commerce illicite, parce qu'au lieu de traquer le commerçant illicite et le contrebandier, on fait payer la facture de la contrebande et du commerce illicite aux consommateurs. Sur le scandale né des résultats du dernier concours d'entrée à l'ENAM, le PCRN, à travers son président, affirme qu'il n'y a pas meilleure façon de préparer un affrontement interethnique au Cameroun. La question de l'ENAM, elle n'est pas nouvelle, mais elle s'exacerbe. Elle prend des proportions plus inquiétantes. C'était déjà inquiétant, mais elle prend des proportions plus inquiétantes parce que ça devient ethniquement, communautairement clivant. Il n'y a pas meilleure façon de préparer des affrontements interethniques dans un pays. L'entrée à l'ENAM, comme dans plusieurs autres établissements publics au Cameroun, repose sur une politique de quotas qui consacre elle-même l'équilibre régional. Là encore, il y a problème, selon le PCRN, qui propose de remplacer l'équilibre régional par l'équilibre géographique. L'équilibre actuel est un équilibre ethnique qui se base sur la déclaration d'origine du candidat et surtout la consonance des noms. Nous proposons de fixer la sélection sur l'obtention géographique du dernier diplôme scolaire, c'est-à-dire le CEP, le BPC, le probatoire, le baccalauréat. C'est le lieu de déroulement des études secondaires, voire primaires, qui détermine le plus la difficulté d'accès à l'éducation. Qu'il s'agisse finalement du concours d'entrée à l'ENAM ou de la taxe sur le téléphone, Cabral Liby invite les Camerounais à se mobiliser pour dire non à cette forfaiture. Moi, j'ai envie de dire aux Camerounais, n'acceptons pas cela. C'est absurde, reconnaissons-le, et on ne peut pas laisser faire cela. Sur les modalités pratiques et la forme que prendra la résistance annoncée, l'honorable Cabral Liby donne rendez-vous dans les prochains jours. Cette information qui nous parvient à l'instant après 2 reports, Camerco annonce son premier vol pour le dimanche 18 octobre prochain. Cette nouvelle programmation concerne ses lignes internes, une nouvelle programmation des vols donc après l'aboutissement des formalités administratives liées à l'acquisition de son assurance d'après la communication de la compagnie aérienne du Cameroun. Des faits de société à présent dans ce journal. 3 personnes grièvement blessées dans un incendie à Pendia, dans le département du Mungo. Les flammes ardentes ont déclenché donc aux environs de 2 heures, réduisant en cendres maisons et commerces. Le récit des faits avec Jacques Molon, Julien Berthe-Bissaï. Déclenché au milieu de la nuit, des flammes en furie consument plusieurs commerces et maisons d'habitation. Il est 2 heures du matin et les habitants du quartier Balebon à Pendia tentent d'éteindre le feu. Au petit matin, voici ce qui reste de l'incendie. Vêtements, ustensiles de cuisine et mobilier de maison sont réduits en cendres. On peut prendre le quartier, on s'est donné à fond. Dieu merci, il y a eu peut-être juste du matériel, mais la vie humaine a été sauvée. Malgré que 3 de nos collègues sont à l'hôpital, on a fait l'essentiel et le pire a été derrière nous. Certains rescapés n'en reviennent toujours pas d'avoir échappé à la mort. Le feu avait déjà pris mon lit. Hey, hein? Je suis sauté sur le lit. Mais je veux arrêter le lit. Mon téléphone était en bas de la mousse. Même le temps de prendre ce téléphone-là, l'idée ne m'est pas venue. Voilà qu'à ma grande surprise, je me place dehors. Je vois les gens sont pleins dehors. Le feu, fire. Moi aussi, je me mets à crier, fire. Je n'avais pas de possibilité à prendre quelque chose. Rien, ni à faire de rien. Si jusqu'ici, les causes de cet incendie sont inconnues, d'importants dégâts matériels sont évalués à des millions de francs CFA.
Et dans la région de l'Ouest Cameroun, des agents de la compagnie de téléphonie mobile MTN Cameroun sont aux abois. Il s'agit notamment de ceux opérant dans le transfert, le retrait numérique d'agents dans le département du Konki ainsi que celui de la MIFI. Ces derniers ont vu leur collecte de près de 30 millions emportés par un sous-traitant. Face donc à l'indifférence de l'agence régionale de l'opérateur de téléphonie mobile, ils ont donc effectué un sitting pour dénoncer une filouterie et un abus de confiance. La direction générale d'MTN Cameroun n'a pas encore réagi. Comment limiter les violations des droits de l'homme dans un contexte de crispation politique? Le sujet préoccupe la société civile. Elle interpelle les pouvoirs publics et l'armée sur la préservation de la liberté de la presse dans un contexte de crise. Robert Moukoubé, Donald Brice, Kamgan. Un caméraman d'Equinox Télévision arrêté et torturé, des journalistes interpellés et gardés pendant plusieurs jours. Le loup tribut de la presse lors des manifestations du 22 septembre dernier au Cameroun est encore frais dans les mémoires. Des images que la société civile ne souhaite plus voir se répéter. Il y a deux choses à faire. La première, c'est que nous, journalistes, on soit bien outillés sur les instruments nationaux et internationaux de défense des droits humains. Deuxième chose, que nous puissions nous appuyer sur un collectif d'avocats qui puisse nous porter assistance judiciaire si nous avons des soucis avec nos papiers. L'autre moyen de faire cesser les violations des droits humains et les entraves à la liberté de la presse, c'est d'aplanir les divergences entre les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et les professionnels des médias dans le contexte de tensions politiques que connaît le Cameroun. Le journaliste, dans son rôle de journaliste, n'a pas à juger de la légalité ou bien de la non-légalité de telle ou telle manifestation. Le journaliste est là pour rendre l'information, pour regarder ce qui est en train d'être fait et le dire. Il est là pour le vu et entendu. Le journaliste camerounais exerçant au Cameroun se retrouve entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il doit respecter ce que dit la déontologie journalistique quant à la protection des sources d'information. Et de l'autre côté, il a une épée qui pèse sur sa tête parce qu'il risque de faire face à la loi sur la lutte contre le terrorisme qui parle des délits de non-dénonciation. À Douala, cette concertation suivie d'une formation a permis aux magistrats, forces de police, gendarmerie et avocats de partager leurs vues sur leurs missions respectives. Finalité, assurer une meilleure visibilité aux questions liées aux droits humains dans les médias pour consolider l'état de droit. Tout autre chose à présent, sur la route nationale numéro 5, la mise en place du nouveau dispositif de limitation de vitesse suscite de vives polémiques. Ces panneaux installés donc aux abords de la route au niveau de Kapa dans le Mungo entraînent une prise record de radar. Les usagers donc qui empruntent cette route depuis ce matin crient à la NAC. Ils affirment que les éléments de la gendarmerie profitent donc de la situation pour extorquer de l'argent aux usagers. Évoquons à présent ce difficile accès aux terres, les pratiques traditionnelles néfastes, le manque de financement sont entre autres mots qui freinent l'émancipation de la femme rurale au Cameroun. Pourtant, elle contribue à hauteur de 80% à la production agricole. Ces femmes, dans le département du Nion-Ekele, région du centre, ont donc saisi dans l'occasion de leur journée à elles dédiée pour interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Joël Niem, Isabelle Carole Zopet. Au Cameroun, les femmes rurales qui jouent un rôle majeur pour la survie de la population éprouvent de multiples difficultés au quotidien pour assurer la sécurité alimentaire. À Biouha, dans le Nion-Ekele, ces femmes, pour qui la terre n'a plus de secret, font face au difficile accès aux terres, au manque de moyens financiers et d'outils appropriés, et ont également du mal à écouler leurs produits. La femme rurale souffre trop. Il n'y a même pas de route. On est enclavé et le transport coûte trop cher. Réunies à l'occasion de la 25e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, les autorités locales ont exhorté ces femmes rurales du Nion-Ekele à ne pas baisser les bras et à utiliser les moyens de bord pour approvisionner le pays. Continuer à développer les activités en milieu rural, comptant sur l'État du Cameroun, avec tout ce que l'État met à leur disposition.
Bien plus, à rester solidaire dans cette participation au développement du pays. Le message que je passe à la femme rurale, c'est tout simplement demander à la femme de continuer et de demander aux femmes de s'organiser pour mieux encore faire mieux, c'est-à-dire de faire plus de champs, plus d'agriculture et l'élevage. Les femmes rurales, qui représentent en moyenne 43% de la main-d'œuvre agricole au Cameroun, implorent les autorités compétentes à leur octroyer l'assistance dont elles ont besoin afin de voir réellement leurs conditions de vie s'améliorer. En page magazine de ce journal, c'est un site touristique qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Le lac Boli, dans le département de la Sanaga-Maritime, est à l'abandon. Aucun entretien n'y est fait. Pourtant, chaque jour, ce site draine des foules qui viennent découvrir les merveilles de la nature. Suivons plutôt ce reportage d'Ekoka Lobé et de Xavier Foka. Si vous vous rendez à Mboli, une localité située à quelques encablures de Dizangué dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, vous êtes frappé par des palmeraies et des plantations d'Ivea, dont la culture est l'une des principales activités. Mboli, c'est aussi sa nature particulière, bercée par son calme et sa fraîcheur qui proviennent de ce lac. Et naturellement, la pêche et le commerce du poisson sont des activités incontournables. C'est vraiment merveilleux de voir la nature, de voir les poissons, comment les poissons s'amusent, comment les poissons se nourrissent dans l'eau. C'est vraiment une nature formidable. Et le poisson est tellement naturel parce qu'il sort tout droit de l'eau et aussitôt il est mis sur la braise. Mboli attire au quotidien plusieurs personnes, voire des familles entières, qui viennent se délecter des merveilles qu'offre la nature dans cette localité. Du mintumba, du poisson à la braise, arrosé du bon vin blanc. Le goût de ça. Le goût of ça. Tu vois, ça c'est le raffia. Mboli, c'est un point de distraction pour toutes les populations de Dizangué. Et non seulement les habitants de Dizangué qui sont dans la plantation de Sapakam, mais nous avons également des gens qui viennent un peu de partout, des Douala, des villes environnantes, des villages environnants, qui viennent toujours ici se divertir, passer du bon temps. Bien plus, la localité de Mboli est un lieu de retraite par excellence, loin du brouhaha que connaissent les grandes villes. Tous ceux qui vont partir de la ville, qui vont fuir les bruits, parce que ici c'est le calme. Pour tous ceux qui ont travaillé durant toute une semaine et qui veulent retrouver la paix. Parce que ici en Mboli, tu peux arriver le matin, tu rentres le soir et tu as une tête tranquille et tu as le temps d'aborder ton lundi tranquillement sans aucun problème. Malheureusement, malgré ces cadeaux offerts par la nature, Mboli est délaissé entre les mains des pêcheurs qui font ce qu'ils peuvent pour entretenir le coin et le garder attrayant. Je suis ici maintenant à la 30 ans. Je pêche ici au lac Mboli. Vu que je suis ici au lac Mboli, il n'y a pas encore eu quelqu'un qui peut nous encadrer. On n'a pas eu de marché. Il y avait une femme ici à la commune, on l'appelait Manoué. Elle est venue ici un jour avec 5 litres de vin rouge. Il nous a dit que vraiment, elle est avec nous. On a dit que bon, vous êtes avec nous, il faut le marché, on n'a rien. Et elle nous a prévu qu'elle va nous faire d'angar. Finalement, on a eu d'angar au compte de la mairie de Dizangué. Depuis ce jour-là, il a affecté ici, il n'y a plus de rien. Du coup, le lac Mboli se meurt, se dégrade au fil des années qui passent, au grand désarroi des visiteurs et même des pêcheurs. Or que tous les grands types, les grandes personnes viennent ici dans le marché Mboli. On n'a pas la place pour les accueillir. Ok. Qu'est-ce que vous demandez maintenant? On demande maintenant que vraiment que
que les forces... C'est un endroit qui est un endroit touristique. Ce serait important que les gens qui viennent du coin aient un petit coin pour eux, n'est-ce pas, où ils peuvent se mettre à l'aise le moment où ils ont bu du vin blanc ou bien le moment où ils ont mangé du poisson. C'est très important. Il faut qu'on prévoie, n'est-ce pas, peut-être des boucaros qui peuvent accueillir plus de monde et qui seront faits de manière traditionnelle. On s'asseyra comme on s'assoit d'habitude sur les bancs, n'est-ce pas, les troncs d'arbres ou bien des chaises en fait à base de bois. Les autorités, notamment municipales et celles en charge du tourisme, sont interpellées par les visiteurs du lac Mboli. Aux autorités, je dis vraiment, nous avons un endroit merveilleux ici. Faites quelque chose pour développer ce site qui est un grand site touristique qui pourra vraiment accueillir vous-même les autorités. Nous devons valoriser ce que nous avons dans notre pays. Notre pays est plein de richesses. Nous passons le temps à voyager pour aller découvrir ailleurs, alors que si nous aménageons le Cameroun, nous avons tout ici. Nous avons pas loin le lac Ossa. Nous sommes ici à Mboli, un endroit super bien, que rien qu'en aménageant l'espace, chacun viendra déstresser, que le gouvernement nous aide à rendre cet endroit vraiment touristique dans le sens du terme. En attendant, Mboli continue de recevoir de nombreux visiteurs venus découvrir et savourer les merveilles du coin. Mettons à présent le cap sur la Guinée-Conakry pour retrouver nos envoyés spéciaux afin de vivre les dernières heures de la campagne électorale. Ce jour, le chef d'État sortant, Alpha Condé, a réuni ses partisans au stade du 28 septembre. Malgré la rumeur d'une tentative de coup d'État ce matin, Alpha Condé promet néanmoins de consolider le travail déjà commencé, tandis que ses partisans saluent les réalisations effectuées jusqu'ici et lui promettent donc une victoire certaine le 18 octobre prochain. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Emmanuel Diop et Guy Zogo. Après une tournée à l'intérieur de la Guinée, le candidat président Alpha Condé est donc revenu dans la capitale pour un meeting ici au stade du 28 septembre, le stade du 28 septembre de Conakry, qui a une forte valeur historique. Il faut se souvenir que c'est ici, même en septembre 1958, que Sékou Touré avait effectivement pris l'indépendance de ce pays en se démarquant de la France. Donc le professeur Alpha Condé était donc au stade du 28 septembre pour effectivement galvaniser ses troupes, galvaniser ses partisans et s'assurer ce troisième mandat qui aura fait couler tant d'encre et de salive, mais qui finalement se consolide avec un message qui est clair, celui du président Alpha Condé. Il s'agit d'un coup KO. Il faut comprendre par là qu'il s'agit d'une victoire envisagée dès le premier tour de cette élection. Cette fois-ci, on n'ira pas au deuxième tour, c'est un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. Un coup KO. Voilà, cette fois-ci, le professeur Alpha Condé, on ira aux urnes. Nous, c'est dans les urnes, il y aura la vérité. On va dire la vérité là-bas, c'est là-bas, on va gagner. C'est déjà fini. Les arguments développés par les partisans du professeur Alpha Condé sont clairs. Il s'agit d'un bilan éloquent depuis qu'il a pris la tête de la République de Guinée avec un nombre impressionnant de réalisations qui sont mises en avant. La route d'Abola, Koya, Kouroussa, il a commencé. Le courant, avant on n'avait pas de courant. Actuellement, vraiment, Dieu merci, tout le Conakry dit, veut dire merci au problème de courant. Le problème de courant est résolu. Le problème de l'eau est résolu. Le problème de l'électricité est résolu. Toutes les déclarations des partisans du professeur Alpha Condé sont unanimes. Ils ne le voient qu'à Sékou Touré, le palais présidentiel guinéen, dès le lendemain de l'élection présidentielle. À Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Guy Zogo. Et toujours sur le terrain de la campagne électorale, à quelques heures de ce scrutin présidentiel, les partisans du président sortant Alpha Condé et ceux de son principal challenger, Seylou Diallo, parcourent les villes pour pousser l'avantage vers leurs clients, donc de leur candidat, Donc à la suite de ces militants, nos envoyés spéciaux, Guy Zogo et Emmanuel Diop, une fois de plus. Ici, nous sommes dans le quartier d'Ombo,
de Conakry, qui est un chef de Cellou Dalein Diallo, le principal adversaire du professeur Alpha Condé à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Et nous parcourons les rues de ce quartier avec les militants de Cellou Dalein Diallo, comme vous pouvez le constater derrière moi, qui sont véritablement en extase. Et comme on l'a aussi vu au camp Almami Samori Touré. Il est en train de travailler. C'est pourquoi les épouses militaires et les enfants militaires ont décidé d'organiser quelque chose pour lui. Donc pour prouver que vraiment que nous sommes du cœur avec lui. Nous sommes Alpha, nous sommes contents, 3e mandat. C'est ça. Oui, il a fait beaucoup de choses. Il a construit l'hôpital, beaucoup. Dieu merci. Dans le camp de Cellou Dalein Diallo, on croit dur comme fer qu'il sera le prochain président de la République de Guinée, que Cellou Dalein Diallo doit gagner la présidence de Sékou Touréa pour diriger la Guinée. On en a marre de la pauvreté, on a tellement souffert dans ce pays. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, maintenant là, la Guinée ne fait que souffrir. C'est un scandale géologique. La Guinée, libre indépendamment, on a souhaité pour la liberté, on va mourir dans la liberté. Je le soutiens parce que dans le FNDC, il y avait assez de leaders qui étaient avec le FNDC. Où ils sont aujourd'hui? Mais le seul qui est resté et qui a eu le courage de continuer cette lutte, vous pensez que j'irai ailleurs si ce n'est pas là-bas? Non, je suis là-bas. Alors qu'on annonce également le retour à Conakry du professeur Alpha Condé, c'est véritablement une campagne qui est partie sur des chapeaux de roue à quelques heures, à quelques jours de cette élection tant attendue. Depuis Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. C'est avec ce reportage de nos envoyés spéciaux en Guinée-Conakry, Emmanuel Diop et Gizogo, que nous mettons dans un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Autour et ses invités pour le débrief du journal. Serge Alain. Oui, après Nadine Yambou, après 2 tentatives infructueuses, Camerco annonce finalement pour le 18 octobre la reprise de ses activités. C'est le seul point comme élément du débrief du journal Nadine Yambou. Bonne soirée à vous et bon week-end, Nadine. Merci, bon week-end à vous, Serge Alain, ainsi qu'à vos invités. Voilà, rendez-vous vendredi 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de André Luther Meka, Joseph Espoir Billon. Il est là également Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front et Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, Camerco, comme je l'ai dit, 2 tentatives. La 3e, c'est la bonne? Je ne peux pas dire. 18 octobre. On va croiser les doigts pour que cette fois-ci, ça soit la bonne. Oui. Mais dans les annonces de Camerco, ça ne montre pas la fiabilité du top management. Je pense que si les annonces de Camerco, oui. Si dimanche ça ne démarre pas, je pense qu'il faut tirer les conséquences. C'est comme les départs des avions là-bas? Je pense que ce qui a lieu de faire, c'est que lorsqu'on est à la tête d'une société comme Camerco, une société en même temps stratégique et extrêmement importante, on ne se précipite pas dans les annonces. Vous ne pouvez pas regarder la paperasse qui permet à un véhicule de marcher et s'assurer qu'il manque l'assurance, mais dire quand même au client que la voiture va repartir. Moi, je suis transporteur. La première des choses, c'est qu'on vérifie la paperasse administrative. Ouais. Et là, l'assurance... On n'a pas vérifié avant la toute première... Allons, soyons sérieux.
Ce n'est pas quand même le ministre qui va aller payer, c'est le directeur général qui s'assure que c'est payé. Et c'est quand il a toute la paperasse qui dit que Kamel va décoller. Il n'a pas la paperasse, mais il dit que Kamel va décoller. Ça en sérieux un peu. Ok. Jean-Robert, non, d'abord le maire Huillon, plus de 100 milliards de dettes, plus de 60% des effectifs en congé technique, et 6 mois d'arriéré pour le personnel, c'est quand même énorme. Pour l'étoile du Cameroun. J'ai envie de reconnaître que l'étoile du Cameroun est au rouge. Oui. J'avais envie de dire orange parce que j'aime souvent être du côté du verre à moitié plein. Oui. Mais là, vous êtes obligé toujours de choisir ce côté-là avec Camerco. Là, j'ai pas le choix. Ne pas reconnaître que Camerco est au rouge, c'est l'enfoncer davantage. Oui. Je pense qu'il est indispensable que le ministre des Transports, que le Premier ministre et le Président de la République, en tant que chef de l'État, qu'il se lève et qu'il prenne les résolutions urgentes. Mais il s'est levé plusieurs fois pour Camerco déjà. Vous savez combien de fois il a... je pense que Camerco a un véritable problème. Oui. Peut-être qu'on a... Vous savez, lorsqu'on identifie mal le problème, on apporte la solution qui n'est pas adaptée au véritable problème. Oui. Camerco, qu'on l'accepte ou non, a forcément un problème de management. Comment vous expliquez qu'au Cameroun, une fois une société est privatisée, il fonctionne mieux? Peut-être c'est parce qu'on a le syndrome du fonctionnaire. Comme beaucoup pensent. Ouvrir le capital vous pensez que ouvrir le capital au privé apportera la solution si on garde le même management? Je pense qu'il faut trouver le vrai problème. Peut-être que je ne le connais pas moi, mais il est indispensable aujourd'hui que nous venions à l'évidence que Camerco souffre d'un malaise réel et qu'il est indispensable de découvrir de quoi il s'agit. Vous savez, si vous avez le coronavirus et qu'on passe le temps à vous soigner le palu, c'est clair que vous ne guérirez jamais. Moi, je dis, Camerco souffre énormément et il est indispensable que le président de la République, parce qu'il est quand même la plus haute autorité indiquée au Cameroun pour apporter les solutions de ce genre, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il nous aide à relever l'étoile du Cameroun. André Luther Meka, est-ce que le Cameroun est obligé d'avoir une compagnie aérienne? Oui, notamment c'est la fierté du Cameroun, vous savez. C'est la fierté? Vous êtes fier de Camerco? Je suis fier de toutes les sociétés qui représentent l'étoile du Cameroun. Même ceux qui sont en faillite alors. Ce que je voudrais dire, c'est que toutes les compagnies du monde pendant la Covid-19 ont connu des difficultés immenses. Camerco a eu des difficultés, notamment près de 2 milliards de dettes salariales, pratiquement. Les avions sont effectivement abîmés. Il était important, d'ailleurs, c'était dans le plan de redressement qu'ils vont faire la location des avions. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il y avait des petits problèmes d'assurance. Donc, ça veut dire que... Des petits problèmes? André Luther, vous trouvez que c'est petit, l'assurance, en matière d'aéronautique? Quand je dis des petits problèmes d'assurance, pour moi, c'est la main courante dans une entreprise parce qu'il y a plus important, notamment dans la maintenance et aussi dans les accords, n'est-ce pas, en ce qui concerne les compagnies aériennes. Donc, c'est un dossier que j'ai suivi de près, dont j'ai travaillé avec Camerco, que je connais parfaitement. Donc, je me dis aujourd'hui que l'essentiel est déjà sauf. Il faut lancer, n'est-ce pas, le trafic. Et c'est bien comme ça commence, n'est-ce pas, en interne, pour pouvoir roder un peu la situation. Je tiens à rappeler qu'il y a aussi eu des congés techniques. Il y a du personnel qui est, n'est-ce pas, en congé technique. Donc, nous sommes obligés de soutenir Camerco. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut se focaliser. Parce qu'il faut déjà amener les Camerounais, d'abord, à être la première clientèle, n'est-ce pas, de Camerco. Comme les lignes sont internes, il faudrait déjà que les Camerounais pensent, n'est-ce pas, à soutenir en prenant Camerco pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que cela puisse marcher, cela puisse décoller. Pour moi, le vœu pieux que je fais, c'est que ça marche. Okay. C'est important que ça marche. Ok. Jean-Robert Wafo, Camerco, qu'est-ce qu'il faut finalement? Est-ce que ce 18 octobre, ce sera l'envol tant espéré? Non, mais la naissance de Camerco portait en elle-même les germes de sa faillite. Il n'y a pas de business plan clairement établi. Il n'y avait rien du tout. Bon, voilà, tout devait être supporté par l'État du Cameroun. À cette époque-là, l'État encore avait certaines petites recettes, dont avait quand même de petites recettes qui permettaient de subventionner. Aujourd'hui,
du fait de la Covid-19, du fait également de la crise dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont impacté de façon négativement et de façon considérable, n'est-ce pas, sur les recettes, sur nos recettes d'exportation, puisque la chute de nos recettes d'exportation a créé un déficit de la balance commerciale ainsi que celui du paiement énorme. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer avec Cameco. Il faut avoir le courage, n'est-ce pas, à défaut d'ouvrir le capital, avec la garantie que l'État ne va plus, n'est-ce pas, être le principal acteur. Si on n'a pas ce courage, il faut tout simplement fermer. Parce que qui peut me dire donc aujourd'hui le montant total des subventions que l'État a alloué à cette entreprise? Avec cet argent, on aurait pu faire autre chose. On aurait pu faire beaucoup de choses, notamment dans le social. Et puis, bon, si on doit maintenir, n'est-ce pas, une entreprise au motif que ça fait la fierté nationale, moi je dis, cela relève quand même d'une camerounaiserie. Une entreprise est faite pour rapporter de l'argent. C'est pour la recherche du profit. Est-ce que Cameco nous rapporte de l'argent? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ouvre le capital ou tout simplement on la ferme. Comme l'ENAM? Oui, mais là, l'ENAM... c'est la position du SDF. Oui, mais il faut fermer l'ENAM. Parce que l'objectif initial de l'ENAM, qui était de démocratiser la haute fonction publique et d'homogénéiser, n'est-ce pas, socialement, parce que s'il faut ouvrir ceux qui vont à l'ENAM ou alors ceux qui sont à l'ENAM, automatiquement dire des choses ce n'est plus, les objectifs ne sont plus les mêmes. L'ENAM est devenu aujourd'hui un filtre social contre la méritocratie et républicaine parce que le quota de l'équilibre régional qu'on brandit, en réalité, non seulement c'est pas respecté, mais en réalité, ce quota qu'on brandit, c'est pour les fils d'eux. Donc l'ENA est devenu un outil de fabrique de la reproduction dynastique. Rapidement, vous avez demandé à lui de répondre. Non, il faut des administrateurs pour gérer le Cameroun. Oui. Et il faut des administrateurs pour ce fait, bien formés, qui vont permettre à ce que les administrations fonctionnent, notamment au Cameroun. Je vous ai suivi religieusement. Et les administrateurs civils du Cameroun sont bien formés. Il y a eu des grands gouverneurs, des grands préfets dans ce pays, et il y en a toujours. Ils sont bien formés pour le commandement. Et le commandement, c'est un concept. On parlait de l'autorité, on peut parler du management. Pas pour performer l'administration. Mais monsieur Wafo, vous êtes dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Je suis en train de dire que le débat qui a cours aujourd'hui sur l'équilibre régional est un faux débat. C'est un faux débat parce que lorsque on fait un concours, c'est un professionnel qui vous parle. Et il y a plusieurs critères. Il y a le critère, n'est-ce pas, j'allais dire, le critère de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine moyenne. Il y a le critère même de la compétition. C'est-à-dire qu'on élimine au fur et à mesure qu'il y a assez de candidats. Alors, il est important que lorsque une région commence à revendiquer, qu'on ait d'abord le quota qui a fait le concours, le niveau qu'ils ont atteint dans la compétition, et effectivement, s'ils ont compétit dans toutes les filières, à des barèmes différents pour pouvoir faire le prorata. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand les non-professionnels viennent parler de ça ici, moi, ça m'amuse parce que on n'a pas besoin d'être professionnel. Merci, on a compris. Combien de fils d'ouvriers, combien de fils d'agriculteurs, combien de fils de chômeurs? Merci. Il y en a. Je comprends. Je peux vous donner des exemples. Je vous en prie. Donc, le ministre Joseph Lé n'a plus besoin de faire sa conférence. Vous avez expliqué à sa place. Merci. Dites-moi, Hilaire Zipan, cet rapport, les communes, les régions, comment ça va se passer? Déjà, les communes, il y a un président qui est ancien maire, qui n'est plus là, mais qui continue à diriger la structure. Oui, d'abord, le socle de la décentralisation, c'est la commune. La commune. Je pense que ça, il faut continuer à la valoriser. Et si les communes ne sont pas organisées, comment ça va se faire? Non, d'abord, le socle, c'est la commune. Si on faut parler de décentralisation, le socle, c'est la commune. Il faut les valoriser. Il y a des textes qui ne sont pas tout à fait parfaits. Elles sont suffisamment organisées et on a un niveau régional, on a un niveau national. Je pense que jusqu'à maintenant, le laxisme est dû au fait que l'animation qu'il devait avoir au niveau national
pour influencer au niveau des textes ou des arrêtés qui pouvaient conséquemment permettre le fonctionnement de ces communes-là, ne s'est pas fait humblement. Il savait que on va procéder certainement à de nouvelles élections et il y aura certainement de nouveaux postulants. On souhaite que ceux qui arrivent là puissent avoir la capacité, ou du moins le président qui arrive puisse avoir la capacité d'abord de comprendre cette problématique. Quelle va être la place de la commune auprès de la région? Parce qu'au point de vue constitutionnel, les régions ont beaucoup de pouvoir. Et le pouvoir des régions ne pourra être atteint au mieux, ressenti par le Camerounais lambda, que si c'est au niveau de la commune que tout cela est bien fait. Ça veut dire que cette fois-ci maintenant, on sera plus sur un pied. On sera sur un pied gauche et un pied droit, pour que les téléspectateurs comprennent très bien, qui va être d'un côté la région et de l'autre côté la commune. C'est vrai que à l'heure actuelle, la compréhension de la place de la région est trop complexe. Mekaïr s'est rentré dans les exagères d'explications, le statut spécial. Tout ça ne marchera pas, Meka. Ça ne marchera pas. Pourquoi? La seule solution qu'il faudra faire pour résoudre le problème camerounais, c'est de faire le fédéralisme. Point barre. Je ne comprends pas trop bien comment, pour faire un peu dans ce truc-là, vous avez la chief of law des chefs qui va prendre une délibération, de l'autre côté, les conseillers qui prendront une délibération, et ensuite on fera, donc on va faire une fusion. Non, un conseil ne fonctionne pas comme ça. Il ne fonctionne pas deux équilibres. Il doit avoir un conseil uniforme avec un règlement intérieur. Nous avons été des élus. Ouais, tu n'as jamais été élu. Oh non. Mais nous étions des élus. On sait comment tu n'as jamais été élu. J'ai été candidat. Jamais élu. Pas on est candidat. Jamais élu. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous savez pas comment ça. Non, tu peux enseigner sans ne pas comprendre. Non, mais je peux t'enseigner. Dans le cas contraire. Non. Le diplôme ne te donne pas la présomption de connaissance. Non, l'expérience. Le diplôme ne te donne pas. Nous théorisons cela et on enseigne cela. Non, enseigner ne veut pas dire qu'on connaît. Mais ça veut dire qu'on copie bien. Et dans ton cas, espèce, tu copies beaucoup bien. Non, non, non. C'est la connaissance. Aligner les phrases ne veut pas dire qu'on comprend. Non, je vous dis, on enseigne cela. C'est pas que tu enseignes cela. Ah bon? Oui. Bien fait. Une fois que tu as fini de m'enseigner cela, donc tu n'as rien compris. Bien. À partir de là, donc, dans le cas d'espèce, il est donc bon que les gens comprennent ce que c'est que la commune. Et l'association, bien entendu, de cette commune-là, d'ensemble des maires, nous souhaitons qu'il joue pleinement son rôle. Plus que son rôle, pour permettre en ce que les gens puissent avoir suffisamment de moyens. Au Grand Dialogue National, on a eu la chance, Robert Wafo et moi, de participer à ce dialogue-là. Et à ce dialogue-là, nous avons demandé qu'on puisse avoir 15% aux régions. Mais 15%, ce n'est pas seulement aux régions. Il va y avoir une partie dans les communes. Et Wafo vous l'a dit, qu'il y a énormément de textes subséquents qui sont complètement contradictoires avec l'application qui existe actuellement. Donc, tout cet ensemble-là doit être mis, d'abord, d'une part, par des gens qui ont l'expérience, ensuite, qui peuvent implémenter par des moyens, par des arrêtés aussi simples ou des circulaires. Et là, j'appelle franchement les maires, parce que le vécu quotidien, ma proximité, je n'ai pas besoin du président de la République pour l'assumer. Que le maire qui assume ma sécurité, le maire qui assume mon transport, qui assure la sécurité de mes enfants, puisse être quand même avoir suffisamment de moyens. Et là, je pense que le premier levier, c'est qu'au moins on puisse avoir des gens capables de porter ce combat-là au plus haut. Par la suite, on verra donc si les régions vont jouer également leur rôle. Et enfin, on verra donc si tout cela va marcher. Et en ce soir, je pense que nous avons eu la preuve si on avait besoin que, excepté le verbiage, dont certains se prétendent sur le plateau de télévision pour dire ils n'ont ni l'expérience, ni la capacité, ni la personnalité pour pouvoir développer cela. Je suis surpris, monsieur. Au niveau des communes, comment se préparent les choses de ce côté-là? Ah oui, mais je pense qu'au niveau des communes, à l'heure actuelle, les élections sont fixées pour le 6, je pense, pour le 3. Non, c'est les régions qui sont le 6, le 3 novembre pour les CVUC, l'association des maires. C'est prévu pour le 3 novembre et je pense que l'ensemble des maires doivent pouvoir remplacer, bien entendu, l'inamovible Anzé Anzé, qui a passé 25 ans. L'inamovible Anzé Anzé, qui a passé 25 ans, et donc les avancées ont été pinoches. C'est pas grave, mais on peut permettre en ce que si cette commune-là puisse aller dans le sens de pouvoir avoir un président suffisamment solide auprès du Mendevel, auprès des régions, on aura un peu un souffle qui permettra en ce que l'État puisse poser déjà les jalons de sa décentralisation. Je voudrais répondre. Non, permettez, Maire Billon, je vais passer là. Maire Billon, vous dites qu'il y a un problème, hein, l'unicité des caisses pose également un problème dans la mise en application, dans ce processus de décentralisation.
Oui, Serge Alain, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème sur l'unicité des caisses. Mais avant d'aborder ce problème, Serge Alain, laissez-moi vous rappeler qu'actuellement, tous les Camerounais sont en colère contre cette taxe téléphonique qu'on nous a imposée. Vous ne pouvez pas passer dessus. Il faut qu'on le rappelle davantage. Peut-être que les décideurs, ceux qui ont pris cet engagement de nous l'imposer, finiront par comprendre que nous sommes asphyxiés avec tous ces taxes-là, qu'il est indispensable qu'ils revoient leur méthodologie. Et si tous les Camerounais sont enfin d'accord pour une chose, pourquoi ces quelques fonctionnaires ne comprendront pas qu'il est de l'intérêt de notre pays que les Camerounais soient heureux dans leur pays? Moi, je ne comprends pas pourquoi je serais contraint, après avoir acheté un téléphone, peut-être même âgé de plus de 10 ans, qu'il me soit facturé au prix de l'usine, 10 ans après que je l'ai acheté. Franchement, je demande à tous ces patriotes, à tous ces Camerounais qui ont le pouvoir de prendre des décisions, de réviser très rapidement et urgemment cette décision pour que tous les Camerounais se sentent encore fiers de leur pays. Au jour d'aujourd'hui, si on continue à nous asphyxier à ce niveau-là, je suis sûr que très rapidement, on en aura marre. Alors là, le ras-le-bol aura atteint son niveau maximum et tous les Camerounais, on dira, lorsque vous avez perdu votre dignité, vous n'aurez qu'une seule chose à défendre, votre survie. Qu'on ne nous asphyxie pas jusqu'à ce niveau. J'envoie comme ça un cri de détresse à la voix la plus autorisée du Cameroun, ça veut dire au président de la République, monsieur le président Paul Biya, pour qu'il revoie, qu'il donne des injonctions à ceux qui peuvent l'écouter, pour qu'on revoie cette taxe, qu'on la modifie, qu'on ramène les choses. Ceux qui peuvent l'écouter. Parce que je vous mets au défi que plus d'une fois il a donné des injonctions à ces ministres qui ne l'ont pas écouté. Vous voulez des exemples? Donc, je suis désolé que nous soyons dans un pays où chacun fait comme il veut. Dans d'autres pays, dans d'autres cieux, lorsqu'on veut prendre une décision comme la décision de taxer les téléphones, on organise des débats. On met ça à la place publique. Les chaînes de télévision organisent des séances comme celle-ci où les Camerounais donnent leur avis à la radio et tous les deux. Après ça, à l'Assemblée nationale, on donne ça. On ne va pas imposer les choses aux gens. Aujourd'hui, au Cameroun, on fait les choses de manière inverse. On impose les choses aux gens. Monsieur et une fois on commence à débattre, non mais c'est que c'était vraiment... C'était de 2019. C'est dans la loi des finances de 2019. C'était prévu. Donc c'est la majorité obèse. Si nous pouvons subir chaque fois cette majorité, il va falloir que les Camerounais permettent. Il va falloir que les Camerounais qui sont dans cette majorité et qui naturellement aiment aussi leur pays comme autant que nous. Parce que je dis, on ne peut pas quantifier de degré d'amour de ceux de l'autre côté que des autres. Nous pensons que le même téléphone que j'achète, ceux de la majorité obèse aussi l'achètent. Franchement, il est indispensable qu'on revoie cette loi et ce urgemment pour que tous les Camerounais, au moins, nous sommes sur ce plateau, nous sommes 5. Il y a une seule personne qui pense qu'elle est bonne, cette loi-là. Ayons crainte. Vous voulez la réponse? Nous voulons la réponse. On va demander en 2 litres. Elle est bonne, cette taxe? Écoutez, mais pour lui, elle est bonne. Non, en fait, on ne répondra pas à sa place. En 2 litres, Meka. Je voudrais la taxe. Monsieur Zipan s'est illustré par un pédantisme inquiétant. Je voudrais lui dire qu'en ce qui concerne le statut spécial, les 2 chambres fonctionnent. Okay. La House of Chief travaille sur les chefferies traditionnelles, sur les monuments et sur le statut des chefferies traditionnelles. Alors que la House of Representatives, Divisional Representative, travaille sur le développement économique et politique et sur le système éducatif. Donc, ce qui veut dire le judiciaire. Ce qui veut dire qu'on ne transfère pas le judiciaire. Je t'aide là, la commande là. Oui, mais c'est pas géré dans la décentralisation. Ah, ok. C'est géré à partir d'où? C'est dans la disposition, là, je peux vous lire les dispositions. Lisez. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que les 2 assemblées travaillent dans le cadre, n'est-ce pas, de ces spécificités, et c'est l'assemblée régionale qui, n'est-ce pas, valide toutes les propositions. C'est de ça qu'il s'agit. En ce qui concerne la loi, en ce qui concerne la loi sur la taxe, je dois également signifier qu'il s'agit effectivement d'une colle que le gouvernement veut faire aux importateurs. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle évaporation des recettes. Et cette évaporation des recettes est, n'est-ce pas, soupçonnée au niveau des importateurs. Donc, à ce niveau-là, il y a un filtre au niveau, n'est-ce pas, du consommateur qui fait en sorte que lorsque l'importateur n'a pas payé la taxe, le client assume cela. Donc, automatiquement, il y aura le choix. Soit le client va s'assurer que lorsqu'il achète un téléphone, que ce téléphone, n'est-ce pas, l'importateur a payé la taxe. Auquel cas, effectivement, il va assumer, n'est-ce pas, cela. Et vous, comme vous le savez,
l'État a eu un certain nombre, n'est-ce pas, de problèmes. Et aujourd'hui, grâce à la puissance, à la sagesse du chef de l'État, il n'y a pas cessation de paiement, il n'y a pas faillite. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on puisse trouver des niches qui permettent à ce que l'État puisse recouvrer c'est même encore trop grave. Pour pouvoir le consommateur qui subit. Oui, je vais être très expéditif, n'est-ce pas, sur cette taxe de 33%. Oui. Il n'est pas normal que le consommateur, n'est-ce pas, puisse se payer. Pour la plus simple raison. Tout simplement parce que l'État n'a pas voulu faire son travail. Vous dites que la douane, d'ailleurs, c'est une façon implicite de reconnaître que la douane est faillie. Que la douane a failli. Et quand la douane faillit, il y a des inspecteurs de douane là-bas, il y a des agents de la douane. Quand les gens ne font pas leur travail, il faut les mettre de côté. Il y a plein de Camerounais qui chôment. C'est clair. On les met de côté. Non, il y a des importateurs véreux. Quand vous avez parlé, je dis ceci. Quand vous ne comprenez pas si ce méca. Les fonctionnaires de la douane n'arrivent pas à faire leur travail, oui, bien sûr. Parce qu'il se trouve que, n'est-ce pas, relativement à cette acte-là, il y a une chute libre, n'est-ce pas, des recettes. C'est passé de 50 milliards de francs CFA, je crois, il y a cela 5 ans. Après, c'est rentré à 25 milliards de francs CFA. Et puis, ça ne représente plus rien. Si les gens font mal leur travail, on les met de côté. Il y a plein de Camerounais qui... Monsieur Wafo, il y en a qui contournent les règles. Il y en a qui contournent les règles. Le consommateur ne doit pas être le souffre-douleur. Et si vous savez, et pour vérifier, ceux des douaniers, n'est-ce pas, qui vivent sur le dos de l'État et sur le dos du contribuable, appliquer l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. C'est tout. On peut aller là, c'est-à-dire que tout le monde sait où ils habitent, on fait un recensement physique des immeubles. Et là, on va facilement les débusquer. Plutôt que de venir demander aux Camerounais de payer une taxe supplémentaire. Il y a déjà la TVA, et quand vous avez cette taxe existe depuis. Et ce 33%, je le dis, cette taxe existe depuis. C'est illégal. Je vous en prie, c'est 33% sur le prix sorti usine d'un téléphone, c'est 33%, c'est illégal. On n'a pas le droit de transformer un crédit téléphonique en une monnaie électronique. Encore moins de transformer une monnaie électronique en une monnaie. Je vous le dis, c'est clair. Et c'est pour ça que allez vous renseigner, allez vous informer. C'est pour ça que les opérateurs, un opérateur, par exemple le DG d'Orange, pour ne pas faire de publicité, qui a demandé qui a clairement dit qu'ils ne peuvent pas encore appliquer parce qu'ils attendent que la BIAC leur dit si cette opération est légale ou pas. C'est une façon de dire qu'elle est illégale suivant les textes en vigueur au Cameroun. Maintenant, pour la décentralisation. Je voudrais ajouter sur le téléphone un petit mot. Je rappelle en passant que le Cameroun n'est pas un cas unique en sa matière. Je rappelle en passant que nous vivons dans une zone qu'on appelle la CEMAC. Je rappelle en passant que nous avons une zone mondiale qu'on appelle la BIAC. Uniformiser ensemble de nos textes. Vous ne pouvez pas prendre un produit, une denrée de l'activité du consommateur et en faire un cas général. La particularité du téléphone est due au fait qu'on laisse rentrer dans cette source nouvelle de technologie des textes anciens. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que la technologie est en avance sur les textes qui existent actuellement. Lorsque vous n'avez pas des Camerounais, vous n'avez pas des hauts fonctionnaires qui sont en la capacité de s'adapter à la mondialisation, on a ce qu'on a exactement. Dans quel pays au monde ça se passe? Quand vous copiez bien la France, mais ça se passe aux États-Unis. Mais on peut ça se passe où? Pour prélever le consommateur, c'est ça on n'est pas obligé de copier, on innove. Et on a bien innové. En plus, pour apporter de l'eau à votre moulin, monsieur Ilesipan, on confie l'opération à quelqu'un. Bien sûr, un cabinet qui fait l'étude pour s'assurer si le bâtiment. Qui n'existe même pas sur le web. Exact. Qui n'a aucun vécu en la matière. Qui n'a pas de fait d'armes. Nous savons une chose, c'est quoi? C'est que vous savez très bien que cette opération va générer beaucoup d'argent. On parle de 1,68% du montant total qui sera collecté et nous savons que c'est pour le grand soir. C'est le logiciel qui permet de détecter. Ce n'est pas le logiciel, c'est un cabinet qui a fait d'armes et qui a fait ses études de On revient à la décentralisation. Comment ça? Jean-Robert Wafo, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut imaginer ce transfert sans les moyens financiers véritablement? Ce n'est pas possible.
il faut des moyens. Je vais prendre un exemple, un cas simple, pour que vous compreniez. Les mairies des villes ont été installées. Moi, je n'attends rien. Je n'attends rien. Je vais vous dire pourquoi. Tous les experts du monde savent que pour qu'une ville puisse satisfaire aux infrastructures de base, voirie urbaine, santé, tout ça, il faut consacrer 7% du PIB, du produit intérieur brut de cette ville. Et qui dans la ville Douala pour ces charges-là. Qui dans la ville Douala Douala a 3090 milliards de francs CFA de PIB. Ouais. 7% ça fait 210 milliards. C'est ça, non? Exact. Mais allez voir le budget de la ville, c'est de 42 milliards. Un truc comme ça. Donc je n'attends rien. C'est l'innovation. Ceux qui vont venir